Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors merci de nous rejoindre à ce second webinaire de rentrée organisé par l'AT2E et l'ADEME et consacré à la décarbonation de l'industrie. Alors tout le monde sait que l'industrie, c'est près de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre et que nous avons des objectifs très ambitieux de réduction de la décarbonation de l'industrie à l'horizon 2050. Alors quand on parle décarbonation, on pense sobriété énergétique, mais on doit penser surtout efficacité énergétique, chaleur fatale, énergie thermique renouvelable, ça peut être la biomasse, la géothermie, le solaire thermique. On peut modifier le mix énergétique en électrifiant ces procédés. Le mix matière également, par recyclage et utilisation d'intrants alternatifs. Enfin, captage, stockage et utilisation de CO2 sont également des leviers relativement indispensables à l'atteinte de ces objectifs. Alors, ce matin, on va se consacrer à deux appels à projets, donc Décarb Inde version 2023, que vous connaissez sans doute déjà, et Décarb Inde Plus. Pour ouvrir cette présentation, je cède la parole à Julien Viau de la DGEC, qui va nous ouvrir le webinaire, et ensuite ce seront les experts de l'ADEME qui prendront le relais. Julien, la parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour introduire ce webinaire. Donc, je suis Julien Viau, chef du bureau des marchés du carbone à la DGEC, donc Direction Générale Énergie-Climat. Et on participe avec mon équipe, avec la DGE et l'ADEME, à l'élaboration et au suivi de ces différents appels à projets de décarbonation de l'industrie. Donc, ce qui va vous être présenté, c'est la continuité de ce que fait le gouvernement en termes de soutien à la décarbonation de l'industrie, depuis notamment le plan de relance. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, mais on a quand même réussi, grâce à la mobilisation des industriels, à la mobilisation de l'administration, de mobiliser plus de 1,2 milliard d'euros en moins de 2 ans sur des investissements de décarbonation de l'industrie. Et maintenant, on est dans France 2030 qui se veut un peu la prolongation de cette dynamique avec sans doute plus d'exigences pour aller plus loin et plus vite dans cette décarbonation. Donc, pourquoi on met de l'argent public sur le soutien à la décarbonation de l'industrie? Enfin, l'enjeu pour l'État, c'est d'accélérer les décisions d'investissement, de faire que les entreprises se préparent au contexte futur économique qu'elles vont devoir affronter dans les années qui arrivent. Le cadre européen va quand même changer assez fondamentalement les choses en termes de niveau de prix du carbone, par exemple, pour les industries qui sont soumises à ETS et une perspective de fin progressive des quotas gratuits pour certains secteurs et plus globalement des contraintes énergétiques qu'on a bien vu dans les derniers mois où la résilience d'un site industriel, c'est aussi de consommer moins d'énergie fossile pour améliorer sa compétitivité dans un monde relativement incertain. Donc tout ça pour dire que ces soutiens publics ont l'avantage d'accélérer les décisions d'investissement, mais aussi de préparer l'avenir et de contribuer à l'atteinte de ce objectif climatique. Au-delà de ce qui est fait en termes de soutien public et d'appel à projet, on a clairement une stratégie du gouvernement qui s'appuie sur la planification écologique. Donc, vous avez dû voir le travail mené notamment par le SGPE au niveau national pour essayer de définir quels sont les nouveaux objectifs climatiques de la France dans ce nouveau contexte. Il y a notamment une présentation du SGPE qui est disponible, qui s'appelle ça le plan pour l'industrie sur leur site internet, où on voit les enjeux en termes d'accélération des réductions d'émissions, mais aussi des enjeux énergétiques, etc. Et c'est dans ce cadre-là que l'État est allé aussi un peu plus loin en mobilisant les industriels les plus émetteurs pour établir des feuilles de route, en établissant également des feuilles de route de décarbonation par secteur. Donc, il y a une volonté, au-delà de fournir des soutiens publics, d'avoir vraiment une stratégie globale pour entraîner la transformation des secteurs industriels. Donc, au-delà du contexte général, pour revenir sur le point de ce webinaire, donc, comme ça a été présenté, un des points principaux, ce sera la présentation des deux appels à projets ouverts jusqu'à la fin de l'année. Je vais faire un petit encart sur Décarb Inde Plus pour vous donner quand même le contexte de cet appel à projet. C'est quand même en fait une opportunité qu'on a saisie, que les administrations et l'ADEME ont saisi, puisque ce Décarb Inde Plus, c'est la prolongation de Décarb Inde 2023, mais avec des nouvelles facilités permises par la Commission européenne.
qui a proposé en début d'année un nouveau cadre d'aide, un nouveau régime d'aide, en français ETCP, en anglais TCTF, qui est en fait un cadre temporaire de crise. Et la volonté de la Commission était de dire je vais faciliter les soutiens publics à la décarbonation de l'industrie, faciliter en termes de volume financier, en termes de capacité à aider en taille de projet, ce qui peut être un avantage et ce qui peut accélérer les projets, mais du coup, il y a des nouvelles exigences, des nouvelles conditionnalités qui sont nouvelles et qui ont été introduites dans ce cahier des charges Décarbone Plus. Donc, un des enjeux de ce webinaire, c'est bien vous expliquer pourquoi et comment seront appliquées ces nouvelles exigences. Mais c'est quand même une opportunité à saisir, assez importante, puisque on pourra soutenir des projets de décarbonation d'ampleur, selon certaines conditions, mais et cela sans notifier chaque projet au titre des aides d'État, ce qui peut accélérer fortement les discussions et limiter les risques de... Voilà, oh. Vous m'entendez encore? J'ai eu ma webcam qui est... On vous entend, Julien. On vous voit plus, mais on vous entend, Julien. Ok, mais de toute façon, j'avais fini ma présentation. Donc, je vais laisser à l'ADEME et de continuer la présentation des deux appels à projets. Merci beaucoup, Julien, pour cette Merci. introduction. Alors, la parole est aux équipes décarbonation de l'ADEME. Ouais, je vais démarrer pour les toutes premières slides. Si on peut passer à la slide suivante avec voilà. Donc avec le sommaire, donc on démarrera avec des précisions sur Pacte Industrie avant d'attaquer donc la présentation de Décarbone 23 et de Décarbone Plus. Et donc, si on bascule à la slide suivante, petit rappel, donc ça c'est un grand panorama des appels à projets et dispositifs sur la décarbonation de l'industrie et qui sont opérés par l'ADEME. Je ne vais pas tout détailler, il faut juste avoir en tête qu'il y a 4 grands blocs. Premier bloc qui est sur tout ce qui est études et accompagnement, avec notamment l'appel à projet zone industrielle bas carbone, donc ZBAC, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, qui lui est actuellement clos. Pacte Industrie, donc que l'on va présenter juste après. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui est, c'est pas des aides pour financer des projets, c'est des aides pour des études, pour de l'aide à la décision. Un bloc en haut à droite qui concerne le déploiement des technologies et donc de l'aide au CAPEX. Donc il y a eu le fonds décarbonation de l'industrie dans le cadre du plan de relance. Il y a eu aujourd'hui des nouveaux appels à projection clos dans le cadre d'industrie zéro fossile et ce qu'on va vous présenter, donc Décarbone 23 et Décarbone Plus. Lucas, je pense que tu peux activer la petite... voilà. Donc avec le budget notamment de Décarbone 23 de 125 millions d'euros pour cette année. Et donc en bas de cette slide, il faut savoir qu'on soutient également tout ce qui est R&D innovation avec des appels à projets, donc IBAC PME et demi-bac dont il y aura une relève le 16 octobre. Et enfin, pour tout ce qui est industrialisation, donc ça veut dire créer des nouvelles capacités de production pour des solutions qu'on considère pertinentes pour la décarbonation de l'industrie. Donc ça pourrait être des pompes à chaleur, enfin voilà, permettre de produire plus de pompes à chaleur, des différents intrants matières qui permettront de décarboner, etc., etc. Donc à l'époque du plan de relance, il y avait eu l'appel à projet Solimbac, aujourd'hui qui est clos, et les discussions sont en cours pour savoir si, d'une façon ou d'une autre, cet appel à projet est relancé. Donc voilà un petit peu pour le panorama. Et pour la suite, donc je vais passer la main à Edouard qui va vous présenter Pacte Industrie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction. Merci à la T2E pour ce webinaire, pour l'organisation, et merci à Valentin pour l'introduction et à la DGEC. Donc comme précisé, je vais faire un focus sur Pacte Industrie. Je suis Édouard Fordrin, donc de l'ADEME, et je coordonne ce dispositif, qui est un dispositif, comme l'a signalé Valentin, pour vous aider dans les études
et vous accompagner aussi dans la formation pour structurer votre démarche de transition énergétique et transition bas carbone. L'idée avec Pacte Industrie, c'est d'enclencher un changement d'échelle dans l'engagement des industriels sur le sujet de la planification de la transition énergétique et bas carbone. Donc on est sur un projet qui est porté par l'ADEME avec un coportage de la T2E et qui va durer 3 ans, qui a commencé là au 1er juin 2023, donc jusqu'à l'été 2026, voire fin 2026, et qui est doté d'un budget de 49 millions d'euros qui sont financés par les C2E, auxquels nous on rajoute un complément côté ADEME de 4 à 5 millions d'euros pour vous accompagner sur le sujet de la transition énergétique et bas carbone. On est sur un dispositif basé sur la formation et sur l'accompagnement par rapport à des études pour l'aide à la décision. Donc l'objectif sur cette période de 3 ans, ça va être de former 2700 acteurs de l'industrie et d'accompagner plus de 1700 sites et ou groupes industriels sur le sujet de la planification de la transition bas carbone. L'objectif, au final, c'est d'observer des économies d'énergie. On est bien sur un dispositif qui est financé par les C2E, donc des économies d'énergie qui sont attendues de l'ordre de 1 à 2 TWh par an, et du coup une économie sur la facture énergétique des industriels. Slide suivante. Alors comment se situe ce dispositif dans le parcours décarbonation pour un industriel? On est plutôt en amont. Si on résume en fait le parcours en 4 étapes qui peut se décomposer de la manière suivante, c'est-à-dire que la première étape, c'est plutôt la photographie, l'état des lieux, le bilan. Là, c'est des dispositifs comme les audits énergie, par exemple, qui vous permettent de faire le bilan sur vos consommations énergétiques. Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui permet de faire le bilan sur les émissions de gaz à effet de serre et identifier les postes significatifs. Ça constitue la première étape. Et c'est en amont de Pacte Industrie. Pacte Industrie, c'est vraiment plus la deuxième étape pour monter en compétences, donc se former et structurer la démarche de transition énergétique et transition bas carbone. Ça, c'est vraiment Pacte Industrie. On est à ce niveau-là pour gagner en autonomie et structurer la démarche et se mettre sur les bons rails avant de passer au déploiement. Et avec Pacte Industrie, on va toucher les 3 sujets de la transition bas carbone, l'énergie, la stratégie de décarbonation et le financement de cette transition. Donc l'impact couvre vraiment cette phase-là dans le parcours de décarbonation d'un industriel. Une fois que vous serez engagé dans Pacte Industrie, donc vous serez autonome via la formation, vous aurez fait les bonnes études pour prendre les bonnes décisions, et ensuite il s'agira de passer aux études de faisabilité qui sont le pré-déploiement pour dimensionner les investissements que vous allez faire. Et ensuite, la dernière étape qui est représentée par les investissements. Et là, on a c'est les appels à projets Décarb 1 et Décarb 1 de plus que mes collègues vont détailler juste après. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vous accompagne aussi là-dessus. Donc, l'idée à l'ADEME, c'est de vous accompagner sur l'ensemble du parcours de décarbonation, mais sur Pacte Industrie, on reste sur cette deuxième étape, plutôt en amont de formation et de structuration de la démarche. Si on passe à la slide suivante, voilà. Donc on propose en fait Pacte Industrie propose un parcours multimodal pour chaque industriel, un parcours qui va être adapté au profil et à la maturité de chaque entreprise, dans l'idée d'accélérer les efforts de sobriété des industriels. Donc on a 3 thématiques dans Pacte Industrie. La transition énergétique et la transition bas carbone doit passer pour industriel par le management de l'énergie. Et donc pour ça, on a des formations. Donc c'est les formations ProRFI qui sont reprises dans Pacte Industrie. On a au niveau de l'accompagnement, donc là plutôt pour la partie études, des études d'opportunité mix énergétique au niveau d'un site industriel qui vont permettre, après l'audit énergétique, d'identifier les bonnes solutions, les bonnes pistes de décarbonation. L'idée, c'est
un peu de tout mettre sur la table et en fonction de chaque site, des enjeux, des leviers et la localisation, de voir quelles sont les bonnes solutions pour la décarbe pour ce site industriel avant de passer à l'étude de faisabilité au déploiement. Et puis on a aussi ProSMEN, donc qui est porté par la T2E, qui est une aide à la certification ISO 50001 pour mettre en place des systèmes de management de l'énergie. Donc ça, c'est tout le volet management de l'énergie dans Pacte Industrie. La transition, elle est aussi d'un point de vue stratégique. Donc, l'idée, c'est aussi de former et de proposer des formations sur la construction de stratégies de décarbonation. Autant pour l'énergie, on allait plutôt cibler sur des référents techniques de l'énergie. Là, on va plutôt cibler des dirigeants et des responsables RSE pour cette formation-là. Et on s'appuie sur le dispositif ACT, qui est un dispositif que l'ADEME a déployé sur ces dernières années, qui vous aide à construire une stratégie de décarbonation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une trajectoire associée. Donc il y a la formation et puis il y a l'accompagnement, les études possibles avec du coup deux possibilités. Travailler sur l'élaboration de votre stratégie et de votre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre en y ajoutant un focus sur les investissements aussi qui sont nécessaires pour respecter cette trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Et là, ça se fait à l'échelle du groupe et on s'appuie sur la démarche acte pas à pas de l'initiative ACT. Et puis, pour les entreprises qui sont plus matures, qui ont déjà réfléchi leur stratégie, qui ont déjà formalisé, validé cette stratégie, qui ont déjà des trajectoires et un plan d'action, on a la possibilité aussi de proposer des évaluations de cette stratégie de manière à venir vérifier l'ambition, la pertinence, l'alignement d'une stratégie d'une entreprise par rapport à ce qu'on peut attendre d'un point de vue de décarbonation de l'économie. Et ça, c'est l'approche ACT-évaluation du dispositif ACT. Et puis, le dernier volet de Pacte Industrie, c'est le volet financement, puisque la transition énergétique et bas carbone passe aussi par la question du financement de cette transition-là. Et là, on va reprendre l'ex-programme Invest qui avait été porté par Greenflex ces dernières années pour former, cette fois-ci plutôt les directeurs financiers et les banques pour accélérer le financement des projets de transition et puis de proposer aussi des coachings sur projets d'investissement à l'échelle des sites industriels. Donc on a ces trois thématiques, management de l'énergie, stratégie et financement, qui mobilise des personnes différentes au sein d'une entreprise industrielle avec les deux leviers d'action que sont la formation pour la montée en compétences et les études pour l'aide à la décision. Après, c'est un parcours multimodal, donc les industriels pourront choisir les dispositifs qui les intéressent en fonction des besoins, mais aussi en fonction de la maturité. On voit qu'il y a c'est des dispositifs qui s'adressent et qui peuvent être sélectionnés selon le niveau aussi de maturité des industriels. J'ai pas fait de slide particulière, mais je voulais quand même faire un point sur les subventions dédiées. Sachez que les formations sont prises en charge à hauteur de 80%. Les coûts de formation sont pris en charge à hauteur de 80% pour les entreprises de moins de 250 salariés et à hauteur de 40% pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, il y a une prise en charge de ces coûts de formation. Il y a également une prise en charge pour les études de type études d'opportunité mix énergétique ou stratégie et trajectoire d'investissement bas carbone et évaluation ACT. Ce sont des subventions qui vont de 50% pour les grandes entreprises, 60% pour les PME et 70% pour les TPE. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est là pour vous accompagner avec des démarches qui sont proposées, mais aussi du financement dédié notamment et principalement via les C2E. Un dernier point aussi sur le calendrier. Le volet management de l'énergie et stratégie sur le volet formation est pleinement opérationnel. Vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire aux formations qui sont proposées par ProRFI et par l'ADEME. Et puis sur le volet accompagnement, on est quasiment opérationnel au mois d'octobre. On sera pleinement opérationnel sur ces deux volets-là. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous voir. On a une adresse mail que je pourrais remettre dans le chat qui est pact.industrie@adem.fr. Donc si vous avez une sensibilité ou un intérêt potentiel, n'hésitez pas à nous contacter. Le volet financement sera activé et lancé un petit peu plus tard, courant premier semestre 2024, puisqu'on doit remanier l'ensemble du parcours de formation ainsi que les coachings. Donc il y a une refonte qui est à prévoir et qu'on va faire là jusqu'à la fin de l'année 2023. Voilà pour un programme, un aperçu du programme Pacte Industrie. Donc voilà, retenez que c'est un programme de montée en compétences et de structuration de votre démarche sur la transition énergétique et la transition bas carbone. On veut toucher le sujet du management de l'énergie, de la stratégie et du financement. Et pour ça, vous avez des formations et des études qui vont être proposées pour vous accompagner avec des subventions à la clé. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ça dure 3 ans. L'idée, c'est de changer d'échelle, donc de massifier et de déployer largement ce dispositif. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Justement, sur ce point-là, Edouard, il y avait une question. Qui doit-on contacter sur les aspects stratégie et financement notamment? Alors, sur les volets stratégie et financement, donc nous avons des personnes qui sont en direction régionale. Donc il y a 4 personnes sur les 4 régions. Et nous avons aussi des chefs de projet thématiques, notamment donc un chef de projet pour la partie management de l'énergie, un autre pour la partie stratégie et une autre personne sur le volet financement. L'équipe est en train de se mettre en place. Donc, ce que je vous invite vraiment dans un premier temps, c'est nous contacter sur cette adresse mail là que je vais mettre sur le chat qui est pacte.industrie@adem.fr. Et puis, n'hésitez pas aussi à solliciter votre direction régionale ADEME, donc notamment les personnes qui travaillent sur les entreprises et sur la décarbonation de l'industrie, qui pourront aussi vous renseigner sur Pacte Industrie. Donc voilà, il y a ces 2 tableaux-là à activer, l'adresse mail générique et ensuite les directions régionales, sachant que nous, on pourra aussi renvoyer vers les directions régionales. J'ajoute aussi que l'ADEME, comme la T2E, vont communiquer assez largement dans les mois qui viennent. On va faire des webinaires, notamment nous, à travers nos régions, pour bien expliquer un peu plus dans le détail Pacte Industrie. Je précise aussi que ProSMEN, donc, qui est le volet qui concerne l'ISO 50001, a déjà redémarré dans Pacte. Donc, tous les documents sont à jour sur ce site. Vous pouvez déjà redémarrer. Et il y a quand même une modification par rapport à ce que vous avez pu connaître, puisque cette aide ProSMEN était ouverte finalement à tous les acteurs, c'est-à-dire aussi les collectivités territoriales ou le tertiaire, etc. Aujourd'hui, Pacte Industrie, c'est bien l'industrie qui est visée. Donc très précisément, il y a une liste de codes NAF qui sont les codes NAF industriels plus quelques secteurs comme les déchets par exemple, qu'on a considérés comme étant proches de l'industrie. Mais donc, rapprochez-vous de cette liste aussi de codes NAF pour savoir si vous êtes bien éligible à Pacte Industrie. Voilà, juste une précision. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont apparues. Je pense que là, du coup, Daniel, effectivement, tu viens de répondre à la question sur est-ce que n'importe quelle entreprise peut accéder à Pacte Industrie. Donc, voilà, notamment se référer notamment au code NAF. Après, il y a une question qui concernerait la partie financement de Pacte Industrie. Je ne sais pas si Edouard, tu vas avoir la réponse comme ça en direct. C'est est-ce que du coup, concernant la taxonomie européenne pour la facilitation des financements de projets, est-ce qu'elle sera appliquée ou non dans le cadre de Pacte Industrie? Je ne sais pas si tu peux répondre en direct, sinon ça fera l'objet d'une réponse à l'écrit un petit peu plus tard.
Ouais, ça fera peut-être qu'on recadre ça. La taxonomie européenne, effectivement, permet d'identifier les technologies vertes, les technologies qui vont dans le bon sens. Il faudra effectivement, comme j'ai dit, ce programme financement, on est en train de le remanier intégralement, que ce soit sur le volet formation, sur le volet coaching. Donc, ça fera forcément partie du paysage et des choses à analyser dans le paysage. Mais voilà, comme je l'ai dit, ce parcours-là est en train d'être remanié. Donc, et on le lancera courant ce premier semestre 2024. Donc voilà, on l'intégrera dans nos réflexions, mais on n'a pas encore, je ne peux pas vous dire à quoi va ressembler encore ce parcours puisqu'il est en cours de construction. Mais effectivement, ça fait partie des choses à intégrer et qui sont intéressantes et pertinentes à analyser dans le paysage. Alors, j'avais une question sur les formateurs aussi. Donc, Oui. préciser que donc dans ProRFI actuellement, il y avait une équipe de formateurs qui ont été agréés par la T2E et on va de nouveau en début d'année donc agréer les formateurs qui interviendront notamment dans le nouveau ProRFI, je dirais. Donc voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc, ce qui n'empêche pas qu'on puisse renvoyer, vous faites état d'autres formations plus techniques, etc., qui peuvent exister. Ça fait partie des choses vers lesquelles on pourrait également peut-être renvoyer nos stagiaires si besoin était. Ouais, sur la partie formation, comme je disais, c'est vraiment là pleinement opérationnel sur les volets management de l'énergie avec ProRFI, donc ça c'est ce que vient de dire Daniel. C'est aussi pleinement opérationnel sur le volet stratégie avec les formations sur Act, que ce soit Act Papa pour construire une stratégie de décarbe ou Act Évaluation pour l'évaluer. C'est pareil, ça, là pour le coup sur ce deuxième volet, ce sont des formations ADEME avec des formateurs externes qui sont recrutés par l'ADEME. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à ces formations-là. Elles partent assez rapidement parce qu'elles ont pas mal de succès. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous positionner dès maintenant et on vous accueillera avec plaisir pendant ces formations. Voilà, je prends peut-être une dernière question sur ProSME qui était la limite en fait. Donc c'est une limite de 5 sites maximum par groupe industriel qui peuvent effectivement recevoir la subvention à partir du moment où ils mettraient en place un système de management de l'énergie. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on passe maintenant à Décarb Inde. Valentin. Je pense qu'on peut passer à Décarbone. De toute façon, n'hésitez pas à continuer de poser des questions à l'écrit, même sur Pacte Industrie, puisque ouais, je vais y répondre. Voilà, ils répondent nous à l'écrit en direct. Absolument, merci. Merci. Bonjour à tous. On va maintenant vous présenter donc l'appel à projet Décarbinde 2023. Donc on peut, voilà. Cet appel à projet, il a déjà eu une première relève en juin 2023, et vous aurez donc l'occasion de vous positionner sur la deuxième relève, dont la date de clôture est le 12 décembre 2023. Le budget de cet appel à projet est de 125 millions d'euros et vous pourrez les charges et les pièces obligatoires bientôt, puisqu'elles seront bientôt mises en ligne sur le site Agir pour la transition. En revanche, certains d'entre vous ont déjà consulté le cahier des charges de la première relève et bien dans ce cas-là, vous pourrez sans doute constater qu'il y a peu de changements par rapport à cette première relève. On garde un cahier des charges sensiblement similaire avec, donc si tu avances, voilà, peu de changements sur le fond. On garde la même cible, les mêmes critères et la méthode de sélection est sensiblement identique. Néanmoins, il faudra bien se référer aux nouveaux volets techniques et technico-financiers, donc qui sont des pièces obligatoires pour déposer votre projet. Alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on va parler du processus de sélection des projets. La première étape de ce processus, c'est la présélection, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé vos dossiers, on va vérifier, excusez-moi, que votre projet respecte bien tous les critères d'éligibilité. Dans le cas où
ces critères ne seraient pas respectés, eh bien les projets se retrouveraient éliminés d'entrée de jeu durant cette phase donc de présélection. Donc pour vous présenter rapidement ces critères d'éligibilité, puisque bon, vous pourrez également les retrouver de manière plus détaillée dans le cahier des charges et dans le volet technique. On a tout d'abord quelques critères financiers, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des projets dont le CAPEX est supérieur à 3 millions d'euros sur Décarbinde 2023 et à une aide qui est inférieure à 30 millions d'euros. Par ailleurs, aucun travaux ne doit avoir été engagé avant la demande d'aide, ce qui veut dire tout simplement qu'il ne faut pas passer de commande avant d'avoir déposé son dossier. Sinon, on serait donc inéligible. Également, le porteur de projet ne doit pas être classé en difficulté. Donc ça, c'est un statut juridique. On a également des critères donc sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un seuil minimal d'abattement de 1000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est des projets qui sont déjà assez conséquents. Et pour les projets concernés, on demandera, pour les projets concernés, c'est-à-dire ceux qui utilisent des énergies fossiles type charbon et fioul, on demandera de fournir un plan de sortie de ces énergies. Dans la même dynamique, et cela pour tous les projets, il faudra fournir une feuille de route de la trajectoire de décarbonation du site aux horizons 2030 et 2050. Si la demande d'aide est supérieure à 10 millions d'euros, il faudra également avoir une évaluation de la trajectoire de l'entreprise de type ACT évaluation, donc qui rentre totalement dans ce que vous a présenté Édouard sur le versant Pacte Industrie. Un autre de nos critères, c'est la maturité des projets. On s'adresse à des projets qui mettent en place des technologies qui sont donc matures, qui peuvent être mises en place rapidement et dont l'abattement de gaz à effet de serre sera effectif immédiatement à la fin du projet. D'autres critères qu'on va regarder, c'est le respect de l'environnement, c'est-à-dire une absence de DNSH, Do Not Significant Harm, qui sont un ensemble de critères de respect de l'environnement. Ça paraît assez évident, mais on ne financera pas de projet qui causerait un préjudice important à l'environnement. Enfin, dernier point de nos critères d'éligibilité, c'est de bien respecter la cible des thématiques éligibles, donc ces thématiques que je vais vous présenter par la suite. Avant cela, on va faire un petit point sur le nouveau RGEC. Donc la réglementation, le RGEC, c'est la réglementation européenne dans laquelle s'inscrit l'appel à projet Décarbinde 2023. Et il est important d'avoir à l'esprit que ce nouveau RGEC qui a été révisé en juin, il restreint très fortement les opérations qui impliquent des usages de combustibles fossiles. Donc, ne sont plus éligibles pour toutes les thématiques de décarbonation les opérations d'installation ou de remplacement d'équipements de combustion de ressources fossiles. Donc, par exemple, les chaudières gaz, fours gaz, sécheurs gaz, tout ça, même si beaucoup plus efficaces énergétiquement, ils ne seront pas éligibles puisque interdits par le RGEC. En revanche, il est possible d'ajouter des composants additionnels sur des installations de combustion de combustibles fossiles qui seraient déjà existantes. Cependant, il faudra bien répondre à deux critères qui sont que ces opérations ne devront pas mener à une augmentation de la capacité de production, ni à une augmentation nette de la consommation de combustibles fossiles. Voilà, donc on peut financer des composants additionnels sur des installations de combustibles fossiles seulement dans les cas où il n'y aurait pas une augmentation de la capacité de production, ni une augmentation de la consommation de combustibles fossiles, je redis. Donc pour ce qui sont des thématiques éligibles de ce dispositif, on a en première thématique l'efficacité énergétique. Donc typiquement des équipements qui seraient énergétiquement plus performants, encore une fois hors équipement de combustion fossile. On
peut également financer la récupération de chaleur fatale et la valorisation de combustible fatal, dans le cas où ça ne serait pas la seule brique du projet. Autrement, il faudra plutôt se tourner bien vers le fonds chaleur, qui traite vraiment ces thématiques plus spécifiquement. Deuxième thématique, les modifications du mix énergétique, notamment l'électrification d'un procédé industriel. Donc on pense par exemple au four électrique, au RMV, PAC ou chaudière électrique. Encore une fois, pas de changement de combustible fioul lourd ou charbon vers du gaz naturel. Troisième thématique, la modification du mix matière. Donc, soit de l'efficacité matière, soit de l'utilisation de matières premières et de réactifs alternatifs. L'utilisation de matières recyclées, par exemple, rentre totalement dans cette thématique. Également éligible, la réduction d'autres gaz à effet de serre que le CO2, donc des gaz à effet de serre comme le CH4, le N2O ou le HFC. Donc HFC qui est un fluide frigo, les fluides frigo, un remplacement de fluide frigorigène rentrerait totalement dans cette thématique. Enfin, quatrième et dernière thématique, le captage, stockage et utilisation du CO2. Donc, est éligible la séquestration de CO2 à condition de se trouver dans un périmètre suffisamment restreint d'un projet de développement d'infrastructures de séquestration mature. Il faut pouvoir, encore une fois pour une raison de maturité, s'assurer que cette séquestration pourra bien être effective rapidement. Également éligible l'utilisation de CO2 uniquement pour de la minéralisation. Donc, si on passe à la slide suivante, voilà, pour continuer à cadrer un petit peu plus cet appel à projet. Bien sûr, c'est un appel à projet qui s'adresse aux industries manufacturières. Donc, sont inéligibles les secteurs tertiaires, agricoles, BTP sur chantier. Également inéligibles les unités de valorisation énergétique où la production est mise sur le marché d'énergie électrique ou autre. Dans les thématiques inéligibles, on va avoir la décarbonation des bâtiments. Donc, typiquement, le chauffage et la climatisation de bâtiments sont inéligibles, à moins que ça soit du contrôle d'atmosphère qui soit vraiment nécessaire au procédé. Dans ce cas-là, on ratterrirait sur vraiment une thématique industrie. Également inéligible, les opérations de captage et d'utilisation du CO2 autres que la minéralisation, on en a déjà parlé, et le changement de combustible fuel charbon vers du gaz. Je passerai rapidement sur les autres. Simplement, est également inéligible la cogénération hors combustible fatal. Voilà. Parmi les opérations inéligibles, si tu remontes un petit peu, ouais, parfait. Sont inéligibles les mises en conformité réglementaire ou les opérations déjà commencées, donc pour des problèmes d'incitativité. Hein, c'est un appel à projet, il faut respecter ce critère d'incitativité. Également inéligibles les opérations qui seraient déjà éligibles à d'autres dispositifs de soutien, comme le fonds chaleur ou l'appel à projet H2. Dans ce cas-là, il faudrait se tourner vers ces dispositifs. Pas non plus de recherche et développement. Donc, des technologies matures, encore une fois, du déploiement. Donc, pas de démonstrateur ni de prototype. Dans ce cas-là, il faudrait se tourner vers des soutiens à la RDI. Voilà pour ce qui est de la présélection. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lucas Schmitt qui va vous présenter un peu la suite de ce processus de sélection. Oui, merci beaucoup Paul. Bonjour à tous. Donc, pour ce qui est de la suite du processus de sélection des projets, donc on va attaquer l'étape suivante qui suit la présélection, qui est l'étape de vérification de la performance des projets et afin de pouvoir les noter et de les classer in fine au sein de cette étape d'instruction du processus de sélection des projets.
Alors, en ce qui concerne la notation des projets, donc chaque projet sera noté sur 100, sur une métanote N de 100 points, qui sera elle divisée en deux notes, une note N1 sur 70 points relative à l'efficacité de l'aide, donc un critère technico-économique, et la note N2 d'autre part, avec un poids de 30 points, qui sera elle-même subdivisée en deux sous-notes, N2A et N2B. Et donc la note N sera le résultat de l'addition des notes N1 et N2, et les deux sous-notes N2A et N2B seront multipliées pour donner la note N2. Donc attention à cela, hein. Vous conseillons fortement de maximiser le plus possible vos sous-notes N2A et N2B, car le facteur multiplicatif, le fait que ces deux notes soient multipliées, influence fortement le résultat final. Donc petit focus sur la note N1, donc en ce qui la concerne. Donc, elle est basée sur l'efficacité des aides publiques, qui est donc d'après la formule que vous voyez sur cette slide, qui est le ratio de la somme des aides publiques demandées, dont l'aide ADEME, qui est demandée, sur la performance vérifiée en tonnes de CO2 équivalent évité grâce au projet sur 20 ans. Donc attention, un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention est que il s'agit ici, dans cette formule de l'efficacité des aides publiques, ce qui est demandé, c'est ce qui est calculé, ce qui est pris en compte, c'est la somme de toutes les aides publiques demandées. Donc si, par exemple, vous demandez également dans le cadre de votre projet une aide à votre région, elle sera également prise en compte dans le calcul de cette efficacité. Deuxième point sur lequel j'aimerais également attirer votre attention, la performance, il s'agit dans la formule de l'efficacité des aides publiques de la performance vérifiée. Donc la performance que vous déclarez dans votre dossier pourra être réévaluée à la baisse suite à nos analyses. Et un écart trop important, un écart entre la performance déclarée et la performance vérifiée pourra entraîner un impact négatif sur votre efficacité. Et un écart trop important, supérieur à 20%, pourra même entraîner un rejet de votre dossier. Donc faites attention à cela quand vous calculez la performance de décarbonation de votre projet. Donc en ce qui concerne cette note N1, donc elle est calculée selon la formule suivante, avec comme seul paramètre l'efficacité des aides publiques du projet. À noter donc que vous voyez le dénominateur qui est de 170 ne doit pas constituer un objectif, bien au contraire, on doit s'en éloigner le plus possible. L'efficacité des aides publiques doit être la plus petite possible, et pour que la note N1 puisse, elle, être maximisée. Et on peut raisonnablement dire que pour l'ensemble des projets qui seront sélectionnés in fine, leur efficacité sera largement inférieure à 100 € par tonne de CO2 équivalent évité sur 20 ans. Et un dernier point d'attention, concernant les aides publiques demandées dans la formule de l'efficacité des aides publiques, il s'agit bien, j'insiste dessus, des aides demandées et non pas recalculées. Les aides, l'aide ADEME pourra être recalculée dans le cadre de l'instruction du projet, mais cela n'impactera pas l'efficacité dans la formule de calcul de la note N1. Donc le classement ne sera pas impacté par la révision de cette aide ADEME qui sera faite. Donc maintenant, nous allons détailler ce qui concerne la note N2, donc à commencer par la note N2A, la sous-note N2A d'ambition technologique. Donc c'est une note qui concerne, qui permet d'évaluer l'intégration de technologies clés et ambitieuses. J'insiste bien sur le « et ». Les technologies intégrées doivent être à la fois clés et ambitieuses dans votre projet. Donc,
cette sous-note sera évaluée entre 1 et 5 points, sachant que 5 constitue la meilleure note. Vous avez dans l'annexe 2, vous trouverez dans l'annexe 2 du volet technique des exemples, une liste de technologies clés et ambitieuses pour les secteurs concernés. Mais ce n'est pas une liste exhaustive et vous pourrez très bien démontrer le caractère clé et ambitieux de votre technologie dans le volet technique que vous nous soumettrez lors de votre candidature. En guise d'exemple, sera considéré comme technologie clé et ambitieuse des pompes à chaleur haute température avec de hautes performances, donc par exemple avec des scopes supérieurs à 3,5 et avec des fluides à bas PRG inférieurs à 150. Et dans le cadre du secteur du verre, des électrifications de fours à 100% pourront être également valorisées dans le cadre de cette sous-note N2A. Et donc cette sous-note N2A pourra par exemple être évaluée en prenant en compte la part de ces technologies clés et ambitieuses dans le total des CAPEX de votre projet. En ce qui concerne la sous-note N2B, donc elle permet d'évaluer l'intégration de votre projet dans votre trajectoire de décarbonation aux horizons 2030 et 2050. Elle sera notée sur 6 points. Et donc, elle sera évaluée, donc déjà sera pris en compte le fait si oui ou non votre projet s'intègre dans votre trajectoire de décarbonation. Et deuxième étape, il sera également pris en compte si par la réalisation de votre projet, une étape importante dans votre trajectoire de décarbonation est franchie. Donc, par exemple, si votre projet permet d'abattre 50% de vos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de votre site, alors le projet pourra avoir une note N2B très élevée. En revanche, si l'abattement des gaz à effet de serre à l'échelle de votre site, grâce à votre projet, n'est que de 1 ou 2%, alors la sous-note N2B ne sera pas maximisée. Donc je vais laisser la main à Valentin, mon collègue Valentin, pour vous expliquer la phase suivante du processus de sélection des projets qui concerne la vérification du niveau d'aide. Merci Lucas pour du coup cette présentation sur tout ce qui est classement. Donc on va attaquer la dernière étape de Decarband 23, donc la vérification du niveau d'aide, c'est-à-dire globalement les deux mécanismes de plafonnement du niveau d'aide qui ensuite pourront entraîner du coup la sélection des projets. Donc si on passe à la slide suivante, le premier plafond il concerne donc la proportionnalité de l'aide. En fait, comment on calcule une aide max? On se base sur l'assiette des coûts éligibles qui correspond donc à la différence entre les dépenses éligibles et le coût du scénario contrefactuel. Donc, les dépenses éligibles, elles ont déjà été un petit peu évoquées avant. Globalement, elles vont pas être éligibles si elles ne participent pas à l'augmentation du niveau de protection de l'environnement et si elles sont précisées comme telles dans l'annexe 4 du volet technique auquel vous aurez accès une fois que ça sera mis en ligne. Le scénario contrefactuel, lui, c'est une solution qui répond à la question qu'est-ce que vous auriez fait si vous ne pouviez pas bénéficier d'aide. Donc c'est une solution de moindre ambition environnementale, mais nous on le prend en compte du coup dans notre calcul pour obtenir l'assiette des coûts admissibles. Deux points importants. Donc le premier, c'est que faites très attention. Hormis les dépenses d'études, si les dépenses sont antérieures à la demande d'aide, si par exemple vous avez passé des commandes d'équipement avant de déposer un projet, c'est la totalité du projet qui est inéligible, pas simplement les dépenses que vous auriez faites, les commandes d'équipement. Là-dessus, soyez très vigilants. Il vaut mieux retarder un petit peu la commande ou déposer un petit peu plus vite dans la mesure du possible pour assurer l'éligibilité de votre projet. Sinon, en fait, le caractère incitatif de l'aide n'est pas respecté.
Et bon, dernier point qui sera évoqué plusieurs fois, hein, c'est que maintenant, lorsqu'on arrive au stade du contrôle de la proportionnalité de l'aide, donc le classement a déjà été fait, c'est-à-dire que si votre aide baisse, vous ne serez pas mieux classé pour autant, ça ne change rien. D'où le besoin de demander le juste montant d'aide dès le dépôt. Donc sur cette assiette des coûts admissibles, en fait, on va y appliquer un taux d'aide qui est un taux d'aide maximum. Donc c'est voilà, c'est le plafond, le premier plafond vis-à-് de votre montant d'aide auquel vous pouvez prétendre. Donc ce taux d'aide, il dépend à la fois de la taille de votre entreprise et de la thématique de votre projet, donc efficacité énergétique, modification du mix énergétique, matière, captage de CO2. Il faut savoir que si vous avez plusieurs thématiques, eh ben, on appliquera plusieurs taux d'aide suivant on séparera en différentes briques votre projet. Et à noter que vous pouvez également avoir des majorations si vous êtes en zone AFR. Donc en France métropolitaine, 5% de majoration, en Outre-mer, 15%. Donc ça, c'est le premier plafond d'aide. Je vais faire un petit focus tout de suite sur les scénarios contrefactuels. Donc ces scénarios contrefactuels, ils ont un petit peu évolué dans leur définition suite à la révision du règlement européen, le RGEC. Donc en fait, il y a eu plus de précision. Avant, c'était quand même beaucoup moins précisé la façon dont fallait fonctionner. Donc là, je vais vous en présenter trois types. Il y en a un quatrième qui sera dans l'une des annexes du volet technique. Dans tous les cas, on vous invite fortement à aller vérifier cette annexe puisqu'il y aura des formules de coûts qui seront précisées. Donc le premier cas, c'est par exemple, vous voulez remplacer votre chaudière vapeur qui fonctionne au gaz naturel par une chaudière électrique. Ça, c'est votre projet. Le scénario contrefactuel pourrait être, si vous n'aviez pas d'aide, d'investir dans une chaudière gaz de rendement standard. Donc ça correspond, comme scénario contrefactuel, à la mise en place d'une référence marché qui est déjà bien identifiée. C'est globalement le type de scénario que l'on préfère parce que juridiquement, c'est le plus robuste. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, vous faites un projet en particulier et votre scénario contrefactuel pourrait être ce même projet, mais quelques années plus tard. Dans ce cas, les dépenses seront à peu près les mêmes, sauf qu'elles seront actualisées dans le temps, ce qui fera quand même une certaine différence. Et on pourrait voir ce type de scénario contrefactuel dans le cas où votre projet, c'est tout ce qui est remplacement d'installation avec des fluides frigorigènes, avec des OPRG, donc PRG, pouvoir de réchauffement global, par des installations avec des fluides frigorigènes à bas PRG, donc typiquement dans le cadre de la F-Gaz, qui sera beaucoup plus stricte à partir de 2030. Dernier point qu'on va présenter ici, vous avez un projet où vous remplacez une ligne de production, mais qui fonctionne encore bien, qui n'est pas très vieille, mais par une nouvelle ligne qui est, elle, bien plus performante. On peut envisager un scénario contrefactuel qui serait de la maintenance, parce que votre ligne actuelle fonctionne bien et qu'il n'y a pas vraiment de raison de la remplacer si c'est juste en termes de fonctionnement. Donc on peut envisager de la maintenance qui sera calculée sur 10 ans. Les formules seront indiquées donc dans l'annexe 3 du volet technique. Soyez vigilants quand même avec ce scénario contrefactuel. Donc l'ADEME pourra modifier les scénarios contrefactuels proposés. Et typiquement sur les opérations de maintenance, on ne va pas considérer ça comme recevable si votre équipement a 40 ans et qui tout saute déjà fortement. Voilà un petit peu pour les exemples de scénarios contrefactuels. Le deuxième plafond en termes de montant d'aide, c'est la rentabilité de votre projet. On aura deux types de fonctionnement. Le premier avec des demandes d'aide inférieures à 15 millions et le deuxième pour des demandes d'aide supérieures à 15 millions. Donc sur le premier cas, pour ceux qui ont déjà déposé à Décarbone dans le cadre du plan de relance ou d'industrie zéro fossile, on utilise un temps de retour brut. Là-dessus, ça n'a pas trop changé en termes de formule. Temps de retour brut de 4 ans. Donc grosso modo, on considère que si vous êtes rentable en moins de 4 ans, c'est que votre l'aide demandée est trop élevée. La seule différence maintenant, c'est que on va fonctionner avec un ratio de temps de retour brut, c'est-à-dire qu'on va sommer les gains financiers dus aux économies d'énergie, de matière ou de CO2. On va les sommer, les actualiser dans le temps.
Donc voilà, on passe d'un temps de retour brut qui doit être inférieur à 4 ans à un ratio de temps de retour brut qui doit être, pardon, je me dis inférieur à 4 ans, qui doit être supérieur à 4 ans, et donc le ratio doit être supérieur à 1. Mais c'est la même idée, gardez en tête que il faut, si vous êtes rentable, si on estime que vous êtes rentable en moins de 4 ans, c'est que l'aide doit être diminuée. Et donc potentiellement, l'aide peut être diminuée jusqu'à 0. Ça, c'est possible. Pour les demandes d'aide supérieures à 15 millions d'euros, donc on va vous demander de nous fournir un plan d'affaires que l'on va analyser. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ce plan d'affaires, en fait, il sera sur une durée de 15 ans auquel on ajoutera les durées de construction. Le WACC, qui est finalement votre taux de rentabilité, il est fixé pour tout le monde à 12%. Donc je rappelle, ça c'est vraiment dans les cas où les demandes d'aide sont supérieures à 15 millions d'euros. Et vous allez devoir détailler et justifier tous les coûts et les recettes. Donc à la fois tout ce qui concerne les études, CAPEX, tout ce qui concerne l'énergie, matière, CO2, également les recettes issues des ventes, etc. Le but, c'est d'obtenir une VAN, donc une valeur actuelle nette, et d'ajuster l'ADEME en fonction. Donc si cette VAN elle est supérieure à 0, on diminuera l'aide jusqu'à atteindre une VAN nulle. Si vous présentez un projet avec une VAN nulle ou inférieure à 0, l'aide ne sera pas retouchée vis-à-vis du contrôle de surrentabilité. Voilà pour ce point qui concernera sans doute pas énormément de projets. À noter que voilà, toujours la même chose. Si l'aide elle est diminuée suite au contrôle d'absence de surrentabilité, ça n'influencera pas votre classement puisque le classement sera déjà fait. Dernier point, et ensuite on passera avant-dernière slide avant qu'on passe à des Décarb un de plus. Dans le cadre du renforcement de la mise en concurrence, qui est quand même une volonté assez prononcée de la Commission européenne, un maximum de 80% des projets présélectionnés pourront être sélectionnés. C'est-à-dire que même si, par exemple, il y a une toute petite relève et que le budget est suffisant pour financer tout le monde, seulement 80% des projets pourront être sélectionnés et recevoir une aide. Faut bien avoir ça en tête, c'est pour ça qu'on vous demande toujours d'avoir des projets ambitieux et des demandes d'aide qui sont optimisées, qui répondent à vos besoins sans essayer de maximiser parce que vous pouvez maximiser, parce que ça impactera forcément votre classement. Donc voilà, donc pour conclure sur Décarb 2023, donc un dossier complet, clair, ambitieux, avec une demande d'aide optimisée. La date de relève est le 12 décembre 2023, donc vous pouvez retrouver vos différents contacts sur le lien qui est affiché. Si vous avez une question, vous pouvez nous envoyer un mail à décarbonation.industrie@adem.fr, on y répond rapidement. Et donc voilà ce que vous avez indiqué, Paul, en début de présentation. Toutes les pièces seront bientôt mises en ligne sur le site agirpourlatransition.adem.fr. On va faire un petit point d'étape. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne Décarb? Alors, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient posées dans le chat. Peut-être que Daniel, tu as vu des questions qui sont ressorties un peu plus souvent. Il y avait un petit peu d'incompréhension peut-être sur la maîtrise de l'énergie, sur les énergies fossiles et le passage éventuel d'énergie fossile vers des ENR. Quelques questions et quelques incompréhensions là-dessus. Peut-être on peut réexpliquer. Alors, Décarb 2023, on ne vise pas aujourd'hui à aider de la production d'énergie ou de gaz, de biogaz, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est méthanisation, on va pas aider. Purification, actuellement, on n'aide pas. Tout ce qui est solaire thermique, même chose, on ne va pas aider. C'est pas notre cible. Ce que l'on peut aider, nous, par contre, c'est tout ce qui est l'adaptation de procédés pour accueillir, par exemple, du gaz de synthèse. Donc, on pourrait avoir un industriel qui vient vers nous en nous disant qu'il a installé une unité de pyrogazéfication, mais que maintenant, pour utiliser ce gaz de synthèse, il est obligé d'adapter ses équipements. Et ça, nous, on peut le prendre en compte. On peut le prendre en compte, aider cette adaptation, et donc on prendra en compte le facteur d'émission du gaz de synthèse. Donc ça, c'est une possibilité. Mais voilà, nous, on n'a pas vocation aujourd'hui à soutenir la production d'énergie. D'accord. Alors, il y avait des questions sur les C2E, comment ils sont pris en compte éventuellement dans le calcul de l'aide. Je passais un petit peu vite effectivement là-dessus. Donc, les C2E sont cumulables avec une aide ADEME, là-dessus il n'y a aucun souci.
En revanche, ils sont également pris en compte dans le contrôle de rentabilité, sur rentabilité. C'est-à-dire que finalement, si on voit que l'aide ADEME plus les C2E engendre un temps de retour brut inférieur à 4 ans, bah, on baissera l'aide ADEME. Mais en tout cas, c'est compatible, c'est cumulable et il n'y a pas cette question de cumul des taux d'aide que vous pouvez avoir si vous cumulez d'autres aides publiques parce que les C2E ne sont pas considérés comme une aide publique. Absolument. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs qui peuvent tout à fait bénéficier des C2E, hein. N'oubliez pas les C2E. Dans l'industrie, il n'y a pas de difficulté. Alors, il y a une question en fait sur les fours à verre qui laisse entendre que finalement, on pourrait aider que un passage à 100% à l'électricité et non pas un passage partiel. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas tout à fait ça? C'est toute la question. C'est-à-dire que donc la révision du règlement européen, donc elle a été faite cette année, avec forcément, bah, ça reste un texte juridique, il y a des paragraphes qui sont plus ou moins clairs. En ce qui concerne donc les fours hybrides, nous aujourd'hui, on les considère pas comme inéligibles, donc hybrides gaz, électricité, on les considère pas directement comme inéligibles. Par contre, forcément, tout ce qui est partie brûleur gaz, etc., ça ne pourra pas être financé et les scénarios contrefactuels seront assez costauds puisqu'ils correspondront à un nouveau four gaz, ça c'est sûr, il n'y aura pas des histoires de maintenance, ce sera un nouveau four gaz. Donc le scénario contrefactuel sera conséquent, ce qui impactera forcément le montant d'aide possible. On ne pourra pas prendre en compte des équipements directement liés à la combustion de gaz. Voilà, après nous aujourd'hui, on se dit que juridiquement c'est possible de les aider, mais rapprochez-vous des instructeurs en région pour bien détailler votre projet, parce que voilà, comme c'est une nouveauté de 2023, cette impossibilité de financer des équipements brûlant directement du gaz, comme c'est une nouveauté, on n'a pas non plus un retour d'expérience conséquent. Mais voilà, il n'y a pas un stop pour ces fours hybrides. Oui, je crois que c'est quand même des choses qui pourraient se développer. Ce serait embêtant qu'on puisse pas les aider, en fait. Et surtout dans certains secteurs, notamment voilà, les secteurs verriers, effectivement, qui Oui, sont je crois très que friands des fours hybrides. vu l'innovation de tout ça, je crois que faut être quand même prudent et les solutions mixtes ont l'air quand même pour l'instant plus développées. Alors, bon, il y avait des questions sur les petits investissements des cartes flash, ça a été répondu en fait aussi à l'écrit. Sur l'ORC aussi, il était précisé que c'était possible de valoriser de l'énergie fatale en électricité à condition qu'il n'y ait plus de besoin à vapeur sur le site, hein. Il y a la question sur le délai aussi pour valider les projets, notamment la relève de juin. Quand est-ce qu'on pourrait avoir Donc là, les projets pour la relève de juin, donc ils sont toujours en instruction. Il y aura sans doute une première communication de lauréats fin d'année. Je dis sans doute parce que c'est pas nous qui avons la main, c'est des communications gouvernementales. Donc voilà, ils choisissent toujours un moment clé pour communiquer. Mais en tout cas, donc il y aura déjà des premiers lauréats du point de vue de l'instruction d'ici la fin de l'année. Il faut avoir en tête que à peu près il y a 6 mois à peu près pour les premières annonces, pour on va dire oui une bonne partie des annonces, sachant que si c'est pas communiqué officiellement, de toute façon nous les instructeurs sont en lien avec les industriels et vous serez mis au courant en amont dès que votre projet passe une nouvelle étape du processus de sélection. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est présélectionné, on vous met au courant. S'il est sélectionné au stade validation technique, vous êtes mis au courant. Et puis une fois que ce qui prend du temps, c'est le papier officiel, la décision ministre, ça prend un peu plus de temps. Et nous, évidemment, on n'a pas trop la main dessus. Mais on vous tient au courant, voilà, disant que votre projet au moins a passé toutes les différentes étapes d'instruction et que les voyants sont globalement tous ouverts. Alors, il y avait des questions sur le CAPEX. Est-ce qu'on prend en compte seulement le CAPEX éligible, d'une part? D'autre part, est-ce qu'on peut regrouper plusieurs investissements d'un même site pour Alors, atteindre on peut bien évidemment regrouper plusieurs investissements d'un même site, hein, même si c'est pas sur la même ligne de production, même si c'est sur le bâtiment qui est à côté, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, en ce qui concerne le CAPEX, c'est-à-dire si vous pouvez pas vous amuser si vous avez du mal à atteindre les 3 millions et que du coup vous sortez
votre chapeau une dépense d'1 million d'euros qui n'a strictement rien à voir, non, ça ne passera pas. Ça ne pourra pas passer. Après, on peut avoir une certaine tolérance si effectivement votre CAPEX flirte avec votre CAPEX éligible flirte avec les 3 millions d'euros. On peut avoir une certaine tolérance, notamment vis-à-vis du nouveau règlement européen qui fait que certaines dépenses qui pourraient être identifiées comme éligibles ne le sont finalement pas. Mais voilà, faut pas, ça sert à rien de tenter des coups pour atteindre difficilement les 3 millions d'euros. Si votre projet c'est que 2 millions d'euros de CAPEX, ben, malheureusement Decarbone 23 n'est pas la cible. D'accord. Alors, il y avait des questions qu'on avait reçues par écrit à la T2E, notamment est-ce que le dispositif est ouvert aussi aux établissements publics? Donc ça, non. Non, c'est une entité privée qui doit déposer le dossier et qui peut recevoir de l'aide. D'accord. Un dossier privé-public, c'est pas possible, quoi, en fait, hein. Non. Et un dossier multi-acteurs, est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, donc rapprochez-vous quand même des instructeurs pour ce cas-là, parce que voilà, ça fait partie des cas qui ont évolué avec le nouveau RGEC, mais en tout cas, un contrat multi-bénéficiaire est possible. Ouais, pas de souci là-dessus. Et enfin, est-ce que c'est cumulable avec ZIBAC, avec l'appel à projet ZIBAC? Oui, d'une certaine manière, hein, puisque ZIBAC, c'est des aides aux études et pas on aide les études sur une zone industrielle. Après, si l'industriel veut ensuite, suite à l'étude, veut monter son projet parce que ça lui semble pertinent, et ben voilà, le dispositif Decarbone 23 est compatible, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, voilà les questions que j'avais vues. Je sais pas si côté ADEME, vous avez vu Ouais, d'autres. on va continuer je pense que juste en termes de timing, on va continuer de répondre à l'écrit et on va passer sur Decarbone Plus pour avoir le temps également de répondre aux différentes questions et de bien présenter Decarbone Plus. Du coup, Lucas, je te laisse la main. Oui, merci Valentin. Donc, on va passer au dernier sujet de ce webinaire qui est donc la présentation de l'appel à projet Decarbone Plus, dont la première relève s'effectuera le 12 décembre 2023. Et donc, comme l'ont dit mes collègues précédemment, donc le cahier des charges et les pièces obligatoires à la constitution du dossier sont accessibles sur le site Agir pour la transition de l'ADEME. Tout comme le seront le cahier des charges et les différentes pièces obligatoires pour Decarbund 2023. Donc quelques éléments de contexte avant de présenter plus en détail le processus de sélection des projets dans le cadre de l'appel à projet Decarbund Plus. Donc comme vous l'a rappelé la DGEC en début de webinaire, un nouveau texte juridique a été publié en mars 2023 par l'Union européenne qui se nomme donc l'ETCT, l'encadrement temporaire de crise et de transition, qui a pour but de répondre à la crise ukrainienne et à l'Inflation Reduction Act américain. C'est une mesure temporaire d'aide d'État qui prendra fin en 2025. Et attention, elle n'est pas à confondre avec le RGEC, le Règlement général d'exemption par catégorie, sur lequel s'appuie l'appel à projet Decarbund 2023, alors que là, Decarbund Plus s'appuie sur cet encadrement temporaire de crise. Et plus précisément sur sa section 2.6 qui concerne la décarbonation des procédés industriels. Et donc cette base sera utilisée pour Decarbone Plus jusqu'à la création d'un nouveau dispositif qui sera notifié à la Commission sous les lignes directrices dans la période 2024-2025. Donc quelques éléments clés, grande nouveauté suite à la mise en place de cette nouvelle base juridique pour Decarbone Plus. L'aide demandée pour aller jusqu'à 200 millions d'euros. Et les performances des projets doivent être également très ambitieuses, car les projets doivent soit abattre au moins 40% de leurs émissions de gaz à effet de serre directes, donc de leurs émissions de catégorie 1, anciennement scope 1, soit les projets doivent diminuer leur consommation énergétique au périmètre de leur projet d'au moins 20%.
Et pour les sites, pour les installations ETS, il faut que l'intensité carbone post-projet soit meilleure que le benchmark référencé au système UTS. Et enfin, à noter aussi une contrainte de temps supplémentaire qui est que la mise en service des projets doit s'effectuer dans les 36 mois, donc dans les 3 ans, après la signature du contrat d'aide. Donc, après cette mise en contexte, nous allons vous présenter donc la première étape du processus de sélection d'appel à projet Décarbone Plus, donc qui est l'étape de présélection, où on va vérifier, comme pour l'appel à projet Décarbone 2023, le respect des critères d'éligibilité. Donc, la plupart des critères sont similaires à ceux de Décarbone 23. Cependant, il y a quand même quelques différences notables, notamment pour les CAPEX, qui doivent être supérieurs ou égales à 50 millions d'euros, et l'aide, comme je l'ai dit précédemment, qui peut monter jusqu'à 200 millions d'euros. Et autre différence que j'ai également mentionnée dans la slide précédente, au niveau de la performance attendue, donc au périmètre projet, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer d'au moins 40% donc à l'échelle du scope 1, donc des émissions directes, où la consommation d'énergie doit baisser de 20%, toujours au périmètre projet. Et je le répète encore, pour les installations ETS, l'intensité carbone post-projet doit être meilleure que le référentiel associé. Et il y a aussi également quelques nouveautés, quelques différences par rapport à Décarbone 23 au niveau des thématiques d'éligibilité, comme on va le voir sur la slide suivante. Donc, première thématique similaire à Décarbone de 2023, l'efficacité énergétique. Donc, il est tout à fait possible d'effectuer des projets de remplacement d'équipements par d'autres énergétiquement plus performants. Les équipements de combustion fossile ne sont pas éligibles, sauf si il est démontré par le porteur de projet l'absence de solutions technico-économiques viables sans combustion fossile. Au niveau, donc pour le reste des types de projets de la thématique efficacité énergétique, c'est strictement similaire à Décarbone 23. Pour ce qui est de la deuxième thématique d'éligibilité sur la modification du mix énergétique, on retrouve l'électrification comme dans l'appel à projet Décarbone 2023. Et on trouve également, nouveauté, la combustion d'hydrogène renouvelable ou électrolytique bas carbone, selon des conditions bien précises qui sont définies dans le cahier des charges. Donc je vous invite à consulter dès que possible le cahier des charges pour vérifier ces conditions d'éligibilité pour ce qui est de la combustion de l'hydrogène renouvelable ou électrolytique bas carbone, sachant que les définitions de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène électrolytique bas carbone sont données dans le texte juridique de l'ETCT et sont bien précises et doivent être respectées pour les projets concernés. Et enfin, troisième et dernière thématique d'éligibilité, la modification du mix matière, mais uniquement pour l'usage matière de l'hydrogène ou des dérivés d'hydrogène. Donc il est tout à fait possible d'avoir une brique de décarbonation dans votre projet qui concerne l'adaptation de procédés pour usage matière d'hydrogène renouvelable ou électrolytique bas carbone, ou pour usage matière de dérivés d'hydrogène renouvelable. Et enfin, au niveau des secteurs, thématiques et opérations inéligibles, donc pour ce qui est des différences avec Décarbone de 2023, on va retrouver des différences uniquement dans les thématiques inéligibles. Donc il n'est pas possible, comme je l'ai déjà dit précédemment, il n'est pas possible d'investir dans des installations de combustibles fossiles, sauf s'il est démontré précisément qu'il n'y a pas de solution technico-économique viable sans combustible fossile. Et il n'est pas possible d'aider à la production d'hydrogène ou de dérivés d'hydrogène. Je le rappelle, cet appel à projet a uniquement pour vocation à aider les projets d'adaptation des procédés industriels pour l'usage
d'hydrogène ou de dérivés d'hydrogène et non pas pour leur production. Et il n'est pas non plus éligible l'installation d'équipements de production de chaleur à partir de biomasse, comme des chaudières ou des fours. Et si vous aviez, dans l'hypothèse des projets relatifs à cette ligne-là, je vous invite à candidater, enfin à aller voir du côté du fonds chaleur de l'ADEME, qui pourrait peut-être correspondre à votre projet. Maintenant, je vais laisser la parole à nouveau à Valentin pour vous présenter la phase suivante du processus de sélection de l'appel à projet Décarbone Plus, qui est la vérification des performances et la notation des projets pour pouvoir les classer. Merci Lucas. Donc vous allez voir, ces deux dernières parties, classement et sélection, ça va aller assez vite puisque en fait ça ressemble pour la plupart grandement à Décarbone 23. Donc sur la slide suivante, pour la notation, clairement on va pas y passer longtemps puisque c'est totalement identique à ce qui vous a été présenté précédemment sur Décarbone 23, donc des projets classés sur 100 points avec une note N1 de 70 points, une note N2 de 30 points. Les formules sont les mêmes, donc là-dessus on va pas y passer plus de temps, ça fonctionnera de la même façon que Décarbone 23. Au niveau du vérification du niveau d'aide, ou globalement du plafonnement de l'aide, donc même chose, il va y avoir deux types de plafonnement. Le premier qui va concerner donc la proportionnalité de l'aide et le second, ça sera les analyses le contrôle de surrentabilité. Donc sur la slide suivante, qui concerne du coup la proportionnalité de l'aide, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, là il y a des différences avec Décarbone 23, c'est que l'assiette des coûts éligibles est égale uniquement aux dépenses éligibles. Il n'y a plus cette différence avec le scénario contrefactuel. Donc on rappelle, hein, ça c'est dû au fait qu'on n'utilise pas la même base juridique et que c'est du coup pas les mêmes règles. C'est pour ça que voilà, on n'a pas de scénario contrefactuel à mettre dans le cadre de Décarbone Plus. Et puis les taux sont pas exactement les mêmes. Vous pouvez voir, c'est plutôt 30%, à l'exception de ce qui touche à l'hydrogène. Là, on peut avoir des taux très élevés de 60%. Faites très attention, donc même chose, si vous faites hors les dépenses d'études, si vous faites des dépenses des commandes avant la demande d'aide, avant le dépôt de demande d'aide, tout le projet serait inéligible. Soyez très vigilant. Et même chose que sur Décarbone 23, le classement étant déjà fait avant la vérification du niveau d'aide, toute baisse de l'aide n'engendrera pas d'amélioration de votre classement. En ce qui concerne du coup le plan d'affaires, donc le contrôle de surrentabilité, il n'agit pas cette fois sur le temps de retour en brut, comme ce qu'on avait pu le voir sur Décarbone 23. Là, on est vraiment que sur l'analyse du plan d'affaires et c'est identique à ce qui se faisait sur Décarbone 23 pour les projets qui avaient une demande d'aide supérieure à 15 millions d'euros. Donc, c'est un plan d'affaires d'une durée de 15 ans plus durée de construction, le WACC imposé de 12%, une vanne qui est calculée et qui doit être inférieure ou égale à 0, sinon l'aide est baissée. Donc je rappelle le WACC, alors c'est le coût moyen pondéré du capital, c'est en fait votre taux de rentabilité. Voilà. Si on simplifie, c'est votre taux de rentabilité. On peut passer du coup à la slide suivante. Deux choses. La première, c'est que le budget final, il n'est pas fixe ici, il pourrait être réduit suivant la quantité de projets déposés, notamment parce que comme il s'agit de très gros projets, donc il n'y aura pas beaucoup de dépôts, et le dépôt d'un projet en plus, d'un projet en moins peut fortement jouer sur l'enveloppe budgétaire. Donc voilà, c'est pour ça que le budget final pourra être réduit. Et cette fois-ci, on n'est pas sur un maximum de 80% des projets éligibles qui pourront être sélectionnés, mais sur un maximum de 75% des projets qui pourront être retenus dans la limite du budget disponible. Dernier point, et après on en aura terminé quasiment avec Décarbone Plus. Au niveau de l'ajustement de l'aide, donc il y a 4 contrôles. Les 3 premiers sont en fait identiques à Décarbone 23, on les a pas présentés précédemment, mais évidemment il faudra atteindre la performance CO2 que vous annoncez. Donc si vous ne l'atteignez pas, votre aide sera diminuée de temps, ça sera une diminution linéaire. Donc si une fois que votre projet est fait, vous n'arrivez pas à atteindre la performance qui avait été annoncée, vous perdrez de l'aide.
Si vous avez des engagements contractuels sur la sortie du charbon, du fuel sur votre site et que vous n'arrivez pas à respecter cet engagement, le solde ne sera pas octroyé. Et enfin, sur les C2E, donc comme on l'avait annoncé, ils sont pris en compte, ils sont cumulables mais pris en compte dans les contrôles de surrentabilité. Si finalement vous avez plus de C2E que ce que vous nous avez annoncé, nous on fera un petit calcul de rentabilité à nouveau et on ajustera l'aide si besoin. Enfin, dernier point, Décarbone Plus a quand même une grosse contrainte, c'est que la phase de construction doit être inférieure à 3 ans. C'est-à-dire à partir du moment où on a signé le contrat, enfin l'industriel et l'opérateur ont signé le contrat, vous avez 3 ans pour réaliser votre projet. Si vous dépassez cette date de 3 ans, pour chaque année supplémentaire, l'aide sera diminuée d'un 20e. Il paraît, ça c'est une contrainte du règlement européen. Enfin, il faudra quand même être capable de fournir des éléments financiers sur votre capacité à garantir les sommes dues en cas d'éventuelle défaillance de projet. Donc, on demandera des garanties type bancaire, voire de maison mère, afin d'être sûr que vous avez bien la capacité à sécuriser les différentes sommes dues. Voilà, donc dernière slide. Pour l'instant, il n'y a qu'une date de relève. On ne sait pas s'il y en aura d'autres. Donc, c'est la même que pour Décarbone 23, c'est le 12 décembre. Les dossiers, les mêmes exigences, complet, clair, ambitieux, avec une demande d'aide optimisée. Ce sont les mêmes contacts de l'ADEME. Vous pouvez poser les questions à la même adresse mail. Seule différence ici, c'est que le cahier des charges et les pièces obligatoires sont déjà en ligne sur l'adresse que vous voyez ci-dessous. Voilà pour Décarbone Plus. Du coup, on a terminé au global pour toute la présentation. Donc, si vous avez des nouvelles questions plutôt qui concernent Décarbone Plus, eh ben, c'est le moment. Moi, j'ai pas vu beaucoup de questions. Il y en avait une sur l'ETS qui demandait quelle intensité carbone était prise en compte, quel benchmark on prenait en compte dans Décarbone Plus. Donc alors par rapport l'ETS, donc le prix, ouais, pour préciser un petit peu, donc le prix à la tonne de CO2 évité, donc là ça va suivre, nous on prend en compte les trajectoires fournies par l'Union européenne, donc c'est explicité dans le volet technico-financier. Je pourrais pas vous sortir les chiffres année par année, mais voilà, on va assez rapidement dépasser les 100 € par tonne de CO2. En revanche, en ce qui concerne du coup les différences de benchmark, enfin nous on compare bien les tonnes de CO2 évitées par rapport à une situation initiale. Après, sur Décarbone Plus, il faut quand même prouver que effectivement votre projet permet d'être plus performant que le benchmark. Dans le cas du coup des benchmarks, en fait, si votre site industriel fabrique un type de produit qui est son benchmark précis, son benchmark produit, du coup on utilisera celui-ci. Si effectivement votre produit n'est pas référencé dans les benchmarks, et donc voilà, c'est les benchmarks transverses, donc soit chaleur, soit combustible qui seront utilisés. Là, très honnêtement, ça dépend vraiment de votre projet, et de l'activité de votre site industriel. Donc, il faut vous rapprocher des instructeurs en région pour présenter et détailler votre projet. Je ne peux pas répondre comme ça à la question. Ça dépend vraiment de l'activité de votre site. D'accord. Oui, j'ai vu d'ailleurs que beaucoup demandaient la liste des contacts que vous avez mis sur le chat, la liste des contacts en région. Bon, il y avait une question, mais ça revenait des carbones, parce qu'en fait, la question qui a été posée concernait uniquement le chauffage. Et je crois que le chauffage des locaux n'est pas inclus en réalité. Non, le chauffage des locaux n'est pas inclus à l'exception de. Alors, donc, si c'est des chauffages de pièces, d'ateliers qui nécessitent des conditions de température très strictes, là on peut l'aider. Mais on ne va pas financer le chauffage de bureau, par exemple. D'accord, ça c'est clair. Alors, il y avait une dernière question sur l'ETS, les benchmarks. Est-ce que c'est ETS 3 ou ETS 4? Là, j'avoue que je ne sais pas. Mais nous, c'est la période 2021-2025 qui sera prise en compte. Donc, je pense que c'est le TS4. Mais voilà, j'ai un doute sur les chiffres. En tout cas, c'est bien la période 2021-2025. D'accord. C'est globalement, de toute façon,
la référence que vous pouvez voir si vous tapez sur Google benchmark UETS, je pense que le premier lien sur lequel vous allez tomber est un lien de la Commission européenne et il vous indiquera les références benchmark pour la période 2021-2025. Bon, écoute, de mon côté, j'ai pas vu d'autres questions spécifiques à Décarbone Plus. Donc peut-être que vous pouvez conclure à ce moment-là. Bah oui, effectivement, de toute façon, donc on continuera si on voit certaines questions qui n'ont pas été totalement répondues, vous pourrez voir la réponse soit dans la FAQ qu'on mettra en ligne, soit si vraiment c'est un point de détail très précis qui n'a pas forcément sa place dans une FAQ plus globale, on vous répondra directement par mail. D'accord. Bon, les slides et les replays seront donnés, on l'a déjà dit. Les cahiers des charges, on a dit que Décarbone Plus était déjà en ligne et que Décarbone va l'être bientôt, je crois. C'est ça, oui, bah le plus tôt possible. De toute façon, une fois que ça sera mis en ligne, on communiquera sur les différents canaux pour que tout le monde soit au courant le plus vite possible. Et je pense que pour ceux qui sont déjà en contact avec les instructeurs en région, ces derniers vous passeront le message. Bon, n'oubliez pas non plus les autres outils, hein, le BCAT, le fonds chaleur, les C2E, tous les outils qui sont cumulables. Hein. Je signale pour les C2E d'ailleurs qu'il y aura un grand colloque le 6 décembre prochain à la Maison de la Chimie, donc organisé avec le ministère et l'ADEME. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que la qualité des dossiers était importante hein, et qu'il ne fallait pas trop se tromper non plus dans l'aide qu'on demandait, en fin de compte. Bah exactement. C'est là-dessus, il y a vraiment une exigence qui a été renforcée, hein, qui correspond aux volontés de la Commission européenne à tendre de plus en plus vers des appels d'offres et pas des appels à projets comme ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, dans le cadre d'un appel d'offres, il n'y a pas de négociation sur le montant d'aide pour essayer d'être sélectionné. C'est-à-dire que vous proposez un montant d'aide et puis après, vous êtes sélectionné ou non. Mais il y a pas, vous pouvez pas négocier votre montant d'aide pour être mieux classé. Ici, c'est la même chose. C'est vraiment le montant d'aide que vous proposez initialement. Peut-être que ce sera pas l'aide qui sera in fine octroyée, mais ça sera l'aide qui sera considérée dans le classement des projets. Donc voilà, mesurez bien le pour et le contre lorsque vous évaluez votre montant de demande d'aide. Et en termes de clarté des dossiers, en fait, on a trop souvent vu dans les relèves précédentes des dossiers qui avaient été bâclés. Alors c'est sûr que parfois les délais sont assez contraints, donc c'est pas évident non plus pour vous. On en est bien conscient. Mais le problème des dossiers bâclés, c'est que il y a plein d'erreurs et en fait ça devient préjudiciable pour l'industriel qui très 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 souvent finit par ne pas être sélectionné. D'accord. Et merci Valentin. Merci à toutes les équipes de l'ADEME et la DGEC. Et puis donc vous retrouverez comme indiqué tous les éléments qui vous manquent dans les différents documents. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.